Matrix s'inspire de plein de choses, de plein d'univers différents. C'est un espèce de melting pot réussi. La donne a totalement changé entre le 1 et le 2, qui est très attendu. Ça fait quand même longtemps que Matrix a été fait. Donc là, le retour est extrêmement attendu commercialement, attendu par le public. Et je pense que là-dessus, ils ont envie d'être présents à la fois sur tous les supports. Mais là, plus que jamais, je crois que Matrix 2 va être une sorte de produit hybride. On pourrait presque le comparer à Final Fantasy The Movie, finalement. Final Fantasy The Movie, c'était ce film qui était un peu trop réel pour être de l'animation et jamais assez réel pour être un vrai film. Les fans vont devoir dépenser pour un DVD d'Animatrix, vont devoir dépenser pour un indispensable jeu vidéo Enter the Matrix et vont devoir se connecter sur Internet pour lire les dernières évolutions de la campagne Matrix. So I read the game script and it was all this action, flipping out the car windows, and I was like, how are they going to shoot all of this? They're going to shoot 2, 3, and this video game script. Le nouveau va être un phénomène très attendu. Le premier était un phénomène que personne n'a vu venir et c'est devenu un phénomène après. Et donc on est dans une posture très différente. Mais il me semble que ce qui a pris dans l'effet Matrix, qu'on peut appeler ainsi, même si à l'époque, si j'ai bonne mémoire, on avait surtout parlé aux États-Unis de la violence, la fascination pour les armes, en plein débat sur la violence en milieu scolaire et les armes en Amérique. On avait surtout parlé de ça. On n'avait pas vu le reste qui est resté finalement, qui était Je crois que l'habileté du film a été de mêler les arts martiaux de Hong Kong avec les jeux vidéo. Matrix a fait beaucoup pour le monde du jeu vidéo parce qu'ils se sont, est-ce que c'est un coup de chance ou pas, ils se sont basés sur deux subcultures qui étaient le cinéma d'action asiatique et la culture jeu vidéo. Mais ces deux subcultures étaient en train d'émerger auprès du grand public. D'un côté, le cinéma d'action asiatique, c'était avec la montée de John Woo, par exemple, à Hollywood. Et de l'autre côté, le jeu vidéo, c'était avec l'explosion de la PlayStation qui faisait que c'était plus aussi péjoratif de jouer aux jeux vidéo. Des jeunes adultes s'y mettaient, ça devenait branché. Et Matrix est arrivé là et ça a été un peu une sorte de point d'orgue de cette explosion de la culture cyber en fait, auprès du grand public. Il y a eu un temps pour faire des arts martiaux avec des corps qui étaient très beaux, Bruce Lee et autres. Et puis il y a un temps où il y a la version de ça en jeu vidéo pour les gamins sur PlayStation et autres, et tous les jeux vidéo de combat. Mais d'associer à la fois dans une même forme fictionnelle l'univers des combats et sa version numérisée aux États-Unis, à travers cette double origine qui serait une origine historique, les arts martiaux de Hong Kong, plus une origine qui serait contemporaine, qui est maintenant les arts martiaux, c'est aussi des jeux vidéo, donc le monde du numérique. Et de faire une fiction qui associe tout ça, je pense que ça n'avait jamais été fait. Et c'est ce qui a créé l'effet et le phénomène, qui est bien plus que du coupé-collé, un patchwork de forme, qu'une intuition forte. De faire du monde du numérique un monde fictionnel par rapport à la réalité, réelle, virtuelle, et de faire aussi des arts martiaux une dimension calligraphique à la fois réelle des corps, puis à la fois virtuelle des jeux. Et c'est le dosage des deux qui est bien dans le film. De toute façon, les frères Wachowski sont des gros joueurs, et ils le disent clairement. Il y a tout l'effet d'interaction entre le héros et le scénario et sa destinée finalement. Comme dans un jeu, on arrive et on sait, on connaît plus ou moins le scénario global. C'est la manière d'y arriver qui va être dans les mains du joueur. Là, c'est pareil, le passage charnière du film où Morpheus propose une pilule rouge ou bleue, c'est exactement l'archétype du choix qu'on a dans un jeu vidéo entre un chemin A, un chemin B, une réponse A, une réponse B. On a cette gestion du temps, par exemple, qui fait qu'on peut se retrouver avec des pauses, par exemple dans l'action, des accélérations, des ralentis. Hollywood a toujours pratiqué le patchwork, hein. Ils ont toujours été des pilleurs. C'est pas maintenant qu'il y a le cinéma de Hong Kong qu'ils se mettent à s'intéresser, à importer des autres formes. Ils l'ont toujours fait depuis que le cinéma américain existe. Ils ont toujours le cinéma expressionnisme, on le voit dans Scarface de Hawks, les scènes avec des ombres et des plans séquences très longs. On voit bien que Hawks a vu l'aurore de Murnau, ça l'a marqué, il fait pareil dans le film policier. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, et c'est je pense l'originalité, pas l'originalité, c'est un grand mot, mais c'est l'habileté, disons, de Matrix, c'est qu'au niveau des scènes de combat, il y a à la fois une certaine comment dire, exigence au niveau des corps qui font les combats, donc au niveau purement physique, et en même temps, il y a un début de stylisation, d'abstraction, qui vient à la fois des jeux vidéo. Mais on voit bien que l'Amérique est plus forte pour intégrer les arts martiaux
lorsque ça devient de l'esthétique, de la stylistique, de la calligraphie, puisque c'est du style et des effets de style, il a plus de mal d'intégrer des corps authentiques qui font de l'art martial, comme Bruce Lee, ça n'a jamais marché, c'est pas sûr que ça aurait marché une fois que les arts martiaux sont à la mode à Hong Kong, ou parce qu'on le voit avec Jet Li, hein, c'est pas extraordinaire, ou alors il faut faire comme Jackie Chan, c'est-à-dire faire du bon burlesque années 20 avec en tandem, body movie, pour que ça marche, quoi. Donc on voit bien que dès que c'est de la signature esthétique, ça prend plus facilement, et Hollywood, quand ils font une sorte de patchwork, recyclage de toutes les formes ambiantes, c'est toujours des propositions formelles qu'ils retiennent, mais dans des limites possibles. Parce qu'on voit bien que Matrix, c'est l'anti-Tsui-Hark, quoi. Matrix, c'est du Tsui-Hark qui croirait au binaire, à la simplicité, à l'efficacité des scènes, des actions, des personnages, des schémas, avec une très grande élégance chorégraphique efficace et efficiente. Quand chez Tsui-Hark, on voit bien que le récit est trop pluriel, éclaté, trop fou dans sa logique, dans son découpage, et qu'il y a un seuil qu'on ne peut pas franchir à Hollywood. Donc là-dessus, on sent tout ce que Tsui-Hark a raté d'une certaine manière, parce qu'il était trop Hong Kong à Hollywood, c'est Matrix qui a rapporté la mise, quoi. Mais c'est vrai que cet effet du bullet time ou ces effets de pause avec des rotations autour venaient du jeu vidéo auparavant, venaient de la montée de la 3D dans les jeux vidéo qui faisait qu'on pouvait bouger les caméras un peu partout et arrêter le temps en même temps ou le ralentir. Ça, c'était vraiment quelque chose qui venait d'arriver. No reception. We need to get that key. See if you can call Sparks from the roof. On sentait qu'il y avait une vraie science des frères Wachowski et des équipes qui les entouraient pour créer Matrix 1, donc, pour ces univers-là, pour ces cultures de ghetto comme on les nomme désormais. Et donc c'est en fait cette science qui transparaissait qui leur a donné en fait l'aval plus ou moins des fans. Puis il faut savoir que dès à l'époque, en fait, la genèse de Matrix avait été expliquée, c'est-à-dire que l'idée de Matrix a germé dans l'esprit des frères Wachowski en fait en 1995, donc juste après la vision par eux de Ghost in the Shell. Donc ils connaissaient déjà très bien l'animation japonaise, et là où ils ont eu un déclic sur le plan des idées de scénario, ils ont eu l'idée de cet univers écran, donc où il y aurait vraiment une interface humanité-machine. C'est devenu un tel phénomène commercial et industriel, ce Matrix-là, donc effectivement c'est une bonne guerre qui, disons qu'il soit présent là, sur tous les fronts, ils peuvent décliner le label Matrix, quoi. On ne savait pas à l'époque de Matrix 1 si c'était plus ou moins un plagiat, un creuset un petit peu fourre-tout mais très très habilement mis en scène, ou s'il pouvait y avoir une vraie volonté, ce qui aurait été extraordinaire, donc de révéler ces sous-cultures. Et c'est avec Matrix 2, donc et 3, Matrix Revolution et Matrix Reloaded, donc beaucoup plus gros budget, avec une vraie structure mise en place pour faire la promotion, et puis pour pouvoir mettre en place l'univers Matrix, que cela se révèle et que l'on voit qu'en effet les frères Wachowski, et c'est très noble finalement de leur part, avaient cette volonté de révéler certaines sous-cultures, celle du jeu vidéo à laquelle ils sont autant accros que l'animation japonaise, et celle de l'animation japonaise par le biais du projet Animatrix, qui là pour le coup a vraiment vocation de révéler des auteurs, vraiment vocation de révéler l'animation japonaise, et vraiment vocation également de concevoir le cinéma à gros budget, le cinéma de création d'univers comme a pu l'être Star Wars il y a un temps, donc d'une autre façon, de créer ce cinéma-là d'une autre matière, beaucoup plus globalisante. Quand ils ont fait la suite de Matrix, ils voulaient absolument un jeu vidéo, et là ils n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'ils ont conçu le jeu vidéo de manière totalement imbriquée au film. With 1 hour of exclusive footage. In the video game, there's certain information that you don't get from the movie. Written and directed by Larry and Andy Wachowski, the creators of the Matrix trilogy. It's a very special key, meant only for the one. Will you bring it to him? What does it unlock? The future. Les fans iront voir le film, puis joueront au jeu, et en jouant au jeu, comprendront énormément de points du film qui restent plus ou moins flous lorsqu'on le regarde au cinéma seul, en tant que produit autonome. Donc là, tout a été pensé dès le début en même temps. Toutes les scènes du jeu ont été tournées avec les vrais acteurs, avec les frères Wachowski à la direction, avec les mêmes techniciens que pour le film. Ce ne sont pas des sortes de pseudo-scènes ou alors des modélisations en 3D des acteurs. C'est-à-dire qu'on a des vrais bouts de film. Je crois qu'il y a 1 heure de film
en plus des scènes en 3D de dialogue, qui ont été totalement imbriquées dans le scénario. Ça n'a rien de parallèle, et c'est la première fois qu'un jeu vidéo n'est pas le parent pauvre du cinéma, lorsqu'il y a une adaptation. Dans le fonctionnement même du jeu, d'un point de vue purement sémantique, on reprend tous les langages du jeu vidéo classique. Enter the Matrix reste un jeu d'action en 3D, avec des effets repris du film, comme le fameux bullet time qui avait été repris par Max Payne ensuite, qui reviennent à tout seigneur, tout honneur, qui reviennent au jeu Matrix. Mais Enter the Matrix reste un jeu très classique, un jeu d'action très classique, avec des scènes de combat, des scènes de poursuite, 2-3 petites énigmes, mais il n'y a absolument rien de révolutionnaire. C'est peut-être un peu là la petite déception. Je vais revenir un petit peu sur la manière dont c'est créé Animatrix, c'est-à-dire que c'est les frères Wachowski qui ont eu l'idée. Ils l'ont soumise à Joel Silver et Warner n'était pas forcément chaud. Il se trouve que Joel Silver a joué de tout son poids, donc c'est un projet de producteur, et pour une fois assez noble, en disant vous ne pouvez pas nous refuser 15 millions de dollars, ça a coûté en tout 15 millions de dollars, donc 5 juste pour The Final Flight of the Osiris. Donc, pour faire ce projet, il y a toutes les chances qu'on le rentabilise. Il faut mettre en place cet univers global avec Animatrix, Enter the Matrix, le jeu, plus les mangas et notre site internet. Donc, ils vont être faits, plus les comics de Geoff Darrow qui sont déjà en ligne sur le site. Et donc, il y a eu cette vraie volonté. Donc, c'était pas une volonté piège, c'est-à-dire qu'on leur a donné quand même des limites à la réalisation de ce projet. On a dit oui, mais bon, on ne peut pas le sortir au cinéma, on ne sait pas comment le public va le percevoir. Donc, ils ont eu l'idée de l'original animation for vidéo, les OAV, qui existe au Japon depuis en fait 1984 et donc qui sont un support tout à fait viable pour l'exploitation de dessins animés. Et puis même X-Files, ils ont fait des directs to vidéo et tout un tas de séries assez populaires aujourd'hui. Donc ils ont décidé d'utiliser ce format. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai que Animatrix va sortir que en vidéo. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a de très fortes chances, c'est pas encore tout à fait signé, mais que Animatrix est une vie en salle. Parce que forcément, le Japon, le public japonais a toutes les chances de bien accueillir Animatrix et puis surtout de rentabiliser une sortie salle. Et si jamais l'accueil devait être très favorable au Japon, si jamais les DVD devaient bien se vendre pour la première génération de DVD Animatrix qui sera en juin, parce qu'on peut supposer qu'il y aura une seconde génération de DVD Animatrix, donc avec plus de suppléments, plus de bonus, enfin on connaît la chanson, peut-être qu'au mois de novembre, au moment de la sortie de Matrix Révolution, on peut imaginer dans certains pays du monde, peut-être un peu aux États-Unis, peut-être un peu en France où le marché du manga est bien développé, avoir des sorties d'Animatrix au cinéma. Quand le budget a été défini, aux alentours de 12 à 20 millions de dollars à l'époque, quand c'était très en amont, Silver s'est retourné avec Michael Arias, donc qui est aussi la tête pensante du projet Animatrix. C'est lui le vrai producteur exécutif de tout ça. Donc ils se sont retournés vers les studios japonais et tout de suite ils leur ont dit vous voyez là pour le court-métrage vous allez avoir 1 ou 2 millions de dollars, tout pour 10 minutes. Ça, et les gars ils ont fait oui, non, c'est bon, c'est 4 fois plus qu'on a d'habitude, donc on va pouvoir faire des choses aussi bien que ce que vous avez vu dans Ghost in the Shell, dans Memories, sur le plan technique en tout cas. Donc forcément là tout de suite ça a débloqué les choses et c'est pour ça que le projet classe, c'est-à-dire que c'est de l'animation qui s'est fait à coût minima pour les Américains, du point de vue américain ou même du point de vue français, mais pour les Japonais, pour ces studios-là, c'était une vraie manne financière. Et donc techniquement, ils ont pu s'en donner à cœur joie et ils ont pu faire des choses qui sont très bonnes. Ensuite, certains des scénarios étant écrits par les frères Wachowski et tout est passé à la moulinette de leur approbation avec des réécritures en collaboration avec les auteurs et les réalisateurs d'animation donc comme Yoshiaki Kawajiri ou Koike ou Maeda par exemple. Eh bien, ça donne un résultat tout à fait exemplaire et donc on peut parler de ce Seconde Renaissance qui accomplit tout à fait le fantasme de Terminator. C'est-à-dire que dans The Seconde Renaissance, on a en fait la guerre des hommes contre les machines que nous promettait Terminator 1 et Terminator 2. Là, elle est filmée, elle est montrée, on a une alternance de comics book de Geoff Darrow, d'univers de Morimoto, de films de propagande, de films de guerre, de films de pure science-fiction qui se marient dans un espèce d'aspect documentaire très intéressant et qui raconte cette histoire de la genèse de la matrice excellemment en montrant exactement les images un petit peu les images du début de Terminator 2 en fait, mais encore de manière beaucoup plus aboutie. Donc on est à ce niveau-là d'excellence. Il y a eu un comic book Matrix qui était en fait un espèce c'était au format comics, un petit cahier qui était distribué gratuitement à l'entrée des salles aux États-Unis par les exploitants. C'est une opération Warner, donc avec des croquis, une couverture de Darrow, des croquis à l'intérieur de différents auteurs qui avaient travaillé à la fois sur le film et d'autres auteurs qui ont travaillé sur le site qui était très actif à l'époque, whatisthematrix.com. Et on y retrouvait du Paul Chadwick, du Bill Sienkiewicz, du Ted McKeever, des gens comme ça, donc des grands noms du comics.
Et il y a eu un problème, enfin, de ce que je sais, il y a une mère de famille qui s'est plainte du contenu graphiquement violent du comics. Et du coup, Warner a été obligé d'arrêter l'opération et de passer au pilon tous les exemplaires qu'ils distribuent en fait, à l'entrée des salles. Donc il y a un comics, Matrix, qui existe, qui est un petit peu le Graal du collectionneur, on va dire, de produits dérivés Matrix. Mais effectivement, il n'y a pas eu de série régulière après ça. La morale, alors que c'est un film qui est très technologique, la morale c'est abat la technologie finalement. En fait, moi à la place de Neo, je crois que je serais resté dans la matrice. Et si on bascule dans du tout numérisé ou du tout est possible, vraiment tout est possible, rien n'est possible, donc ça devient assez ennuyeux quoi. Enfin ennuyeux, non mais ça devient autre chose. Maintenant, est-ce que Matrix annonce un nouveau visage du cinéma? Là oui, le cinéma serait perdant, mais je ne pense pas. Je pense que Matrix annonce une race de produits, oui, vraiment hybride.